Et c'est au tour d'Elian de la Côte de nous rejoindre pour l'enquête par rue 89. Elian est en train de s'installer. Bonjour Elian. Bonjour Florian, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va revenir sur le combat des agriculteurs qui manifestent depuis près d'une dizaine de jours partout en France. Et l'un des enjeux majeurs des revendications actuelles s'articule autour d'une question cruciale: comment retrouver une souveraineté alimentaire tout en préservant les intérêts des consommateurs et des agriculteurs. Autrement dit, comment changer de modèle de production. Le malaise du monde agricole est profond. J'étais ce matin sur un barrage à Pierre-Bénite, des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, des syndicats majoritaires, des rangées de tracteurs, des barnums, des bras zéro et des agriculteurs un peu désabusés mais déterminés à maintenir le blocage. Certains dorment sur place, d'autres laissent leur voiture à proximité immédiate de l'autoroute pour faire des allers-retours dans leurs exploitations, car évidemment quand on est éleveur ou producteur laitier, on n'a pas de vacances. Et tout ça, ça demande de l'organisation. Des boucles de messagerie ont été mises en place pour permettre un turnover et faire en sorte que les blocages actuels soient maintenus. Ils devraient durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Et autour de Lyon, la plupart des grands axes sont bloqués. Oui, clairement, le conflit se durcit et les barricades aussi. L'autoroute A7 est bloquée en plusieurs endroits au sud de Lyon, à Pierre-Bénite, à Givors, un peu plus loin à Vienne. Au nord, l'autoroute A6 est aussi bloquée à Villefranche. À l'ouest, l'A89 est bloquée, l'A47 est bloquée également. Et à l'est, en direction de Grenoble, c'est l'A43 qui est occupée par les machines agricoles au péage de Saint-Quentin-Fallavier. Et justement, ce dernier point de blocage est symbolique et des divergences qui existent dans les revendications du monde agricole. Oui, si tout le monde milite pour une plus juste rémunération des agriculteurs et plus de protection des filières françaises de production, les syndicats ne sont pas d'accord sur tout. Une illustration ce matin à Pierre-Bénite, une pancarte affichée: plus de fruits, les pucerons ont tout mangé. Traduction: les normes environnementales qui limitent l'utilisation des produits phytosanitaires sont trop lourdes. Et ça, c'est essentiellement une revendication de la FNSEA, le syndicat majoritaire chez les agriculteurs. À l'inverse, à Saint-Quentin-Fallavier, c'est la Confédération paysanne qui est à l'origine du blocage, un syndicat de gauche, pour parler un peu plus schématiquement, qui tente de bâtir un modèle agricole moins productiviste et plus vertueux pour l'environnement. Ils défendent notamment la sortie du libre-échange et visent tout particulièrement l'accord passé en 2019 entre le Mercosur, le marché commun sud-américain, et l'Union européenne. Alors à Saint-Quentin-Fallavier, rue 89 Lyon y était hier également. Il y avait des apiculteurs de la Fédération française des apiculteurs professionnels. Et alors, ils dénoncent le fait que leur miel soit coupé avec du miel entre guillemets de synthèse qui est importé de Chine ou du Vietnam et qui a pour conséquence de baisser drastiquement les prix et affaiblir la filière française du miel. Ce blocage de Saint-Quentin-Fallavier, il est d'autant plus symbolique qu'il se situe à proximité de la plus grande plateforme logistique de France, un bel exemple de néolibéralisme contre lequel la Confédération paysanne lutte activement. Alors Elian, on parle beaucoup des agriculteurs, mais les questions liées à l'alimentation touchent aussi beaucoup les consommateurs. Oui, selon l'INSEE, les produits alimentaires ont augmenté de 20% en 2 ans et à Lyon, ça a une implication très concrète. Des files d'attente qui s'allongent sur les points de distribution d'aide alimentaire et des associations comme la Croix-Rouge ou le Resto du Cœur qui se retrouvent en grande difficulté. Dans son baromètre de la pauvreté publié le 6 septembre dernier, le Secours populaire notait que 32% des Français peinaient à se procurer une alimentation saine leur permettant de faire 3 repas par jour. Mais à Lyon, des initiatives existent pour lutter contre la précarité alimentaire. Oui, fin janvier de cette année, rue 89 Lyon a visité la Cantina à Villeurbanne, un tiers-lieu composé de cuisine collective et d'un café associatif pour lutter justement contre la précarité alimentaire et sociale. Alors à la Cantina, les aliments secs comme les pâtes, le riz, le couscous, la farine, les condiments sont fournis. Les personnes apportent les produits frais. Chaque famille peut réserver jusqu'à 3 créneaux par semaine pour venir cuisiner et laver son linge. Toutes les familles qui viennent cuisiner sont hébergées à l'hôtel ou chez des tiers. C'est l'un des critères pour pouvoir en profiter. Il faut être connu de l'administration et suivi par un travailleur social et être mis à l'abri. La Cantina fait partie d'un projet plus vaste de tiers-lieux alimentaires et social nommé l'Archipel et coporté par l'association de réinsertion sociale Le Mât, la ville de Villeurbanne et les Camions du Cœur. À côté des cuisines et du café qui sont gérés par Le Mât, il y a une distribution de repas chauds qui est portée par les Camions du Cœur tous les soirs
du lundi au vendredi. Et pour faire une transition tout en douceur vers notre invité du jour, l'association VRAC a également mis en place des dispositifs d'aide. Oui, alors je vais pas trop m'avancer pour ne pas spoiler l'interview qui va suivre, mais Rue 89 Lyon s'était rendu en novembre dernier dans l'épicerie de l'association dans le 8e arrondissement de Lyon, l'un des plus populaires de la ville, où l'asso a mis en place une tarification solidaire sur des produits de qualité. Ce tarif social réduit de 50% le montant du produit comparé à son prix d'achat. Une façon de montrer qu'on peut bien manger local et bio sans se ruiner. Une maxime qui rejoint le combat actuel des agriculteurs, notamment ceux de la Confédération paysanne, qui d'ailleurs à Saint-Quentin-Fallavier milite également pour une sécurité sociale de l'alimentation. Concrètement, un budget mensuel qui serait alloué à des habitants pour se nourrir. Une expérimentation devrait voir le jour prochainement dans le 8e arrondissement, soutenu financièrement par la métropole de Lyon. Mais sur ce point, je laisserai notre invité en parler plus en détail, puisque je me suis laissé dire qu'ils étaient impliqués dans le projet. Et donc, il y avait une autre question que tu voulais aborder, Elian. Non, a priori, il n'y a plus d'autres questions qu'Elian voulait aborder, c'est pas grave. Nous accueillons Loïc Rigaud, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue, vous êtes directeur du réseau VRAC sur la métropole de Lyon. Pour resituer rapidement, VRAC, c'est une association qui signifie vers un réseau d'achat commun et qui développe des groupements d'achat, principalement dans les quartiers populaires, et milite pour l'accès pour tous à une alimentation de qualité, en somme, qui lutte contre la précarité alimentaire. Alors, Elian, il y avait une question qu'on voulait poser, on veut plus la poser. Non, c'est pas. En fait, il y a eu un petit c'est moi qui est bugué. Je voulais vraiment rebondir sur la sécurité sociale de l'alimentation pour en savoir un petit peu plus sur l'expérimentation qui allait être menée à Lyon. Eh bien, Loïc Rigaud, je vous propose de rebondir sur cette question. Oui, le projet vient juste de commencer. On a eu les premières réunions hier soir sur la mairie du 8e arrondissement qui a bien voulu nous accueillir, où on a présenté aux habitants le principe de la construction d'une caisse solidaire de l'alimentation qui permet de mettre en place cette sécurité sociale qu'on souhaitera à terme. Le principe d'une caisse étant que les personnes peuvent cotiser à cette caisse, les collectivités aussi, et les personnes qui souhaiteront participer à la dynamique pourront bénéficier, comme vous l'avez dit, d'un montant compris entre 100 et 150 euros par mois et qui pourront leur permettre d'acheter dans un réseau de structures conventionnées des denrées alimentaires de qualité sur le 8e arrondissement. Alors, est-ce que, pour introduire un peu aussi cet entretien, est-ce qu'on peut faire l'état un petit peu de la précarité alimentaire aujourd'hui en France ? Petit tour d'horizon, hein, pas... Non, c'est des éléments qui sont un peu difficiles à dire, mais en gros, on considère, depuis les chiffres sont plutôt ceux du Covid, hein, de 2020, mais on considère que globalement, il y a à peu près 10 personnes qui, au quotidien, se nourrissent à l'aide alimentaire aujourd'hui. Les chiffres changent entre 7 et 10-11% en fonction des périodes. Il n'y a pas de comptabilité nationale. On connaît les chiffres de la pauvreté en France. Il est sur la métropole de Lyon. Sur la métropole, par exemple, on a 16% de taux de pauvreté en 2021 sur la métropole de Lyon, contre 12,7% sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça montre qu'il y a une concentration de cette pauvreté sur la métropole et sur les villes. On comptabilise ça fait à peu près 213 000 personnes qui sont en situation de pauvreté. C'est quand même une personne sur 6 sur la métropole de Lyon, et une augmentation depuis 2013 d'à peu près 10% de ce taux de pauvreté sur la métropole de Lyon encore. Et quels seraient les facteurs de cette crise qui j'ai l'impression, s'est accentuée depuis 2 ans, donc depuis le Covid, mais depuis avec l'inflation normalement, enfin avec l'inflation récente, mais est-ce qu'il y aurait d'autres causes ? Alors, je ne suis pas expert du sujet de la pauvreté en général, mais effectivement, il y a la précarité depuis le Covid assez accentuée, et on a, je dirais, l'inflation qui en tout cas touche les ménages au quotidien, sur leur vie quotidienne, parce que l'inflation est plus importante, comme vous le savez, sur les prix alimentaires. Et donc, les personnes sont impactées au quotidien dans leur budget et dans les marges qu'il leur reste pour vivre sur le terrain en général. Moi, j'ai une question peut-être sur le mode de fonctionnement et de récolte des denrées alimentaires que vous fournissez. Sachant qu'on a souligné du coup la grande précarité alimentaire aujourd'hui d'un nombre croissant d'hommes et de femmes en France. Et dans le même temps, aujourd'hui, sur les
les manifestations des agriculteurs, on se rend compte que des deux côtés de la chaîne alimentaire, si je peux dire, on a faim en fait, enfin, on n'arrive pas à se nourrir, etc. Donc comment vous récoltez ces produits, d'où ça vient, dans quelle mesure vous rémunérez ces... Alors je vais refaire un peu d'histoire, et ça fait le lien avec la crise des agriculteurs aujourd'hui. À Vrac, on aime bien expliquer que le système alimentaire en place actuellement tue 3 fois. Une première fois les paysans, une deuxième fois les consommateurs et une troisième fois l'environnement. Les paysans, comme vous le savez, les paysans, il y a un taux de suicide très important du fait de la pression que leur met notamment la grande distribution, mais c'est aussi pour leur santé parce qu'ils pulvérisent des produits qui sont mauvais pour leur santé au quotidien dans les champs. Les consommateurs parce que les produits sont de mauvaise qualité et contiennent par exemple des polluants éternels qui abîment la santé, et le diabète est une des causes directes d'une mauvaise alimentation. Et puis en troisièmement l'environnement parce que tous ces produits vont dans la terre. Donc c'est bien ce système alimentaire qui préexiste, qui est combattu en partie par en tout cas un certain nombre de syndicats comme la Confédération paysanne que vous avez évoqué tout à l'heure. Pour autant, le système de l'aide alimentaire fonctionne sur ce mécanisme-là aujourd'hui, avec depuis en gros l'ère Coluche et la mise en place des Restos du Cœur, un système qui permet à la grande distribution de donner son surplus alimentaire aux bénévoles qui vont le distribuer sur les points de vente un peu partout en France. Alors c'est un système qui est intéressant. Au départ, il était présenté comme de la lutte anti-gaspi, et il permet de nourrir beaucoup de personnes sur le territoire. On l'a évoqué, on a presque 10% de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, une fois par an, vont aller à l'aide alimentaire. D'autres qui vont y aller au quotidien, donc se nourrissent sur plusieurs années, en grande partie avec l'aide alimentaire. Donc c'est un point important. Pour autant, c'est un mécanisme qui va entretenir la grande distribution, qui a besoin d'avoir un flux tendu sur ses rayons alimentaires avec des rayons pleins en permanence, et qui du coup va entretenir un gaspillage en fait systémique. Donc à Vrac, on va essayer, et dans d'autres associations, on va essayer de promouvoir un autre modèle. Et donc ça fait le lien avec votre question directement sur d'où viennent les produits de Vrac. À Vrac, on essaie de porter un modèle où on va aller acheter directement ces produits aux paysans et en circuit court avec un intermédiaire maximum. L'objectif étant de rémunérer les producteurs correctement. On ne va pas en faire des producteurs, des pauvres qui iront eux-mêmes à l'aide alimentaire. Et puis on va revendre ces produits directement aux habitants des quartiers, aux étudiants aussi qui sont en précarité. Le principe étant que les personnes en précarité doivent être nourries par l'État, et Vrac du coup va aller chercher des subventions publiques et privées pour payer son fonctionnement, je dirais, logistique, et proposer les produits à prix coûtant producteur aux habitants des quartiers populaires et aux étudiants. Et effectivement, vous parliez de deux publics phares qui sont les personnes issues des quartiers populaires et la population étudiante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que tout ça est né, que ce soit au début pour la présence sur les quartiers, disons, de politique de la ville, et puis plus récemment pour les populations estudiantines? Oui, le projet Vrac est né il y a 10 ans maintenant. Au départ, c'est la Fondation Abbé Pierre et un bailleur social, S Métropole Habitat, qui a souhaité fonder le projet pour proposer une offre à ses habitants, locataires sociaux, sur les quartiers populaires. Très rapidement, on s'est tourné vers un projet autour de l'alimentation et sur une alimentation durable. Et donc, le principe étant d'acheter en commun avec les habitants des quartiers populaires. En mettant en commun toutes ces commandes, on va pouvoir acheter un prix à peu près à demi-gros, je dirais, sur le prix du marché, et revendre à ce prix-là sur ce mécanisme de groupement d'achat où la participation, comme sur une AMAP, va permettre de baisser le coût finalement de sortie du produit. Ces produits, les produits qu'on vend vont sortir à peu près à moins 30% du prix d'un marché, d'une épicerie classique. Et on a aussi une tarification sociale qui va pouvoir permettre de baisser, et là on retourne sur l'aide alimentaire, de baisser ces prix à moins de 50% du prix producteur. On est globalement à quelque chose autour de 20-30% du prix du marché. Et ça, c'est pour des personnes qui sont en grande précarité et qui vont être prescrites par un travailleur social. C'est la prescription par un travailleur social qui amène à cette tarification sociale. Vous pouvez nous expliquer combien de branches il peut y avoir, comment est-ce que ça s'est mis en place? J'imagine qu'il y a des certains seuils ou des critères autres. Oui, là on est bien sur un financement de l'aide alimentaire, et là on a forcé un peu la main à l'État, on a fait du plaidoyer au niveau national pour faire en sorte qu'il y ait d'autres moyens d'avoir de l'aide alimentaire que les restes de la grande distribution. Et donc on a un fonds qui a été créé par l'État, qui s'appelle le Fonds Mieux Manger pour tous, et qui permet d'expérimenter d'autres manières de faire, dont cette troisième tarification sociale qu'on porte à Vrac. Le principe étant qu'on va aller financer directement cette denrée avec des produits de qualité. Les personnes donc sont
prescrit par un travailleur social. Vous pouvez donc aller voir un travailleur social d'une maison de la métropole, donc sur la métropole de Lyon, un travailleur social du CCS de votre ville, ou de n'importe quel autre travailleur social qui peut être présent sur un territoire et qui va évaluer votre situation individuellement et vous orienter vers VRAC. On ne vous demandera pas plus d'informations. On essaie justement de démonter ce système où il faudrait présenter patte blanche auprès de chaque institution. À VRAC, une simple orientation permettra d'accéder à cette tarification pour une année dans un des 14 groupements d'achat VRAC de la métropole de Lyon. Et là, quel que soit le territoire où on habite, en quartier populaire ou pas. Et donc, comment est-ce qu'il serait possible de sortir de ces groupements d'achat qui sont quand même majoritairement dans ces quartiers populaires ? Est-ce que vous avez une perspective de sortie de ces quartiers populaires ? Comment est-ce que ça serait possible de mettre ça en place avec d'autres types de partenariats ou d'autres types d'acteurs ? Alors, c'est la question du changement d'échelle que vous posez. Là, le changement d'échelle, on l'évoque plutôt à travers la question de la sécurité sociale de l'alimentation, qu'on a évoqué au début de cet entretien. Le principe étant d'avoir un droit à l'alimentation pour tous et toutes, qui serait une sorte de commun. On considère qu'aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir manger à sa faim, donc en quantité suffisante, mais aussi en qualité, ce qui change par rapport aux 40 dernières années sur la conception de l'alimentation, et que on a estimé, des chercheurs ont fait des évaluations qui estiment que c'est autour de 150 € par personne par mois qu'on peut manger à sa faim. Le reste serait à la charge de chacun, mais l'État pourrait prendre en charge ça selon ce mécanisme qui s'appuie sur ce qu'a fait la sécurité sociale en 1945, avec une cotisation qui serait faite par les salariés et qui permettrait à l'ensemble des habitants en France d'avoir cette tarification-là. On n'en est pas encore là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle plutôt de caisse de solidarité alimentaire, la sécurité sociale n'étant pas en place, mais ce système-là permettrait de développer à l'échelle du territoire national une action concrète et une alimentation de qualité, c'est important. VRAC, après, nous, on est plutôt une structure associative qui est dans l'ESS et le champ de l'action sociale. Et donc, on a plutôt vocation à aller dans ce qu'on appelle des déserts alimentaires, des endroits où il n'y a pas d'offre d'alimentation de qualité accessible. Parce que le marché étant le marché, on a peu d'offres, on n'a pas de Biocoop ou d'autres magasins bio qui vont être présents dans les quartiers populaires aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on est présent avec cette offre de groupement d'achat assez légère et qui permet d'avoir peu de frais de structure au quotidien. Et est-ce que c'est ce que vous appelez donc la démocratie alimentaire ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ce terme veut dire ? Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises sur votre site internet, donc il nous intrigue un petit peu. La démocratie alimentaire relève plutôt le moyen que vont avoir les habitants pour se saisir de la question de l'alimentation et en se mobilisant, comme le font les agriculteurs aujourd'hui, vont aller s'organiser et aller agir pour avoir une alimentation et un système alimentaire de qualité. Donc on parle là plutôt d'éducation populaire, on parle plutôt d'actions visant à interpeller les pouvoirs publics ou les entreprises sur la qualité de leurs produits et la sécurité sociale de l'alimentation s'inspire de ce volet-là parce que c'est aussi comme ça qu'elle a été créée en 1945 par des groupes qui s'organisaient à l'échelle départementale pour diriger et faire les choix collectivement sur ce qui serait remboursé ou ce qui ne le serait pas. C'est ça qu'on teste aussi sur la sécurité sociale de l'alimentation dans le 8e arrondissement avec un groupe de 50 habitants qu'on est en train de recruter en ce moment et qui décidera des montants précis qui seront donnés à chacun, décidera du cadre et de quel système conventionnel on va mettre en place avec les magasins et les épiceries du territoire. Vous avez évoqué donc la question on a évoqué cette question de précarité alimentaire en termes de quantité, de manque, le fait de ne pas pouvoir accéder à suffisamment de nourriture. Vous avez également souligné l'enjeu de la qualité, l'accès à une alimentation de qualité. J'avais une question. Vous évoquiez aussi l'enjeu de l'éducation populaire. Comment concrètement, au quotidien, vous pensez et vous œuvrez au nom de cet impératif d'éducation alimentaire? Comment vous accompagnez les publics que vous rencontrez dans vos espaces? On essaye plutôt... le principe quand même en France, c'est que le 5 fruits et légumes par jour est plutôt quelque chose qui est rentré dans toutes les têtes assez massivement. Tout le monde est convaincu, quel que soit son niveau social, du fait qu'il faut manger des denrées de qualité, mais pas tout le monde n'y a accès. Donc le premier enjeu pour nous est la question de l'accès, on l'a évoqué juste avant. Et après, la plupart des gens souhaitent se nourrir correctement et nourrir correctement leurs enfants, mais ils ne peuvent pas forcément le faire, ou pas forcément en fait le service
service ni l'accès financier. Après, du coup, on va plutôt essayer de sensibiliser autour des pratiques alimentaires, et donc les gens vont venir avec leurs propres pratiques et avec les autres se réunir pour cuisiner ensemble, proposer des recettes et agir au quotidien. C'est ce qu'on fait beaucoup à la Messa, donc que Rue 89 a visité au mois de novembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la Messa ? Oui, la Messa, c'est la maison engagée solidaire de l'alimentation, un nom qui a été trouvé par les habitants du 8e arrondissement et du coup qui a un lieu ressource sur les questions d'alimentation, où les habitants du 8e arrondissement, du quartier Paul Santy où il est implanté, peuvent venir au quotidien. On a beaucoup de femmes dans ce quartier qui a un lieu où elles peuvent se réunir, ce qui n'était pas forcément le cas avant sur le territoire, et où elles vont proposer des activités, des actions autour des questions d'alimentation. Ça peut être axé plutôt sur la santé, ça peut être axé sur la cuisine en tant que telle, et aussi on a ce qu'on appelle les tables du 8e qui vont porter la sécurité sociale de l'alimentation avec un espace plus politisé sur la question de l'alimentation. Et sur les questions vous êtes une association, vous le disiez, sur la question de l'engagement et de la difficulté d'accès à certains publics, que ce soit pour participer bénévolement au groupement d'achat et au fait à la distribution, voilà, je cherchais le mot de distribution des produits. Comment est-ce que vous arrivez à toucher des populations qui sont pas très proches, qui sont plutôt éloignées en fait de par la recherche sociologique, enfin en tout cas la recherche sociologique a montré que certaines populations les plus éloignées culturellement et économiquement étaient aussi celles qui étaient le moins engagées bénévolement. Comment est-ce que vous faites pour toucher ces personnes-là ? Parce que les gens sont éloignés aussi parce que souvent les projets ne leur correspondent pas. La Messa a été créée, donc a mis 1 an et demi à émerger, et pendant une année entière a été portée par les habitants. On s'est lancé en même temps que le projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée sur le 8e arrondissement, et avec un groupe d'habitants, de femmes beaucoup, qui se sont investis pour définir ce que devait être la Messa et comment elle allait être. Aujourd'hui, la Messa est adaptée. Il y a un espace pour enfants qui permet aux mamans de venir avec leurs enfants, aux papas aussi. C'est vrai qu'il y en a moins, mais il y en a quand même. Et du coup, le lieu leur ressemble. Et on n'a pas de problème de mobilisation. On attendait 300 adhérents sur une année. On est à 800 quand on a fait le bilan là, en décembre 2023. Donc pour une première année de lancement, c'est conséquent. Sur ces 800 personnes, on en a plus de 300 qui ont été orientées par des travailleurs sociaux, donc qui bénéficient aujourd'hui de la tarification sociale. Et les 3/4 sont issus du quartier Paul Santy ou du 8e arrondissement, avec donc un vrai effet de proximité en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'initiatives de ce type au sein même des quartiers populaires. Donc finalement, je dirais que la réponse étant pas de savoir si on est éloigné ou pas culturellement, mais plus est-ce que l'offre qui est proposée répond aux besoins des personnes concernées. Et est-ce que c'est le même objectif qui est entendu avec la halle agriculturelle, il me semble, dans le 9e arrondissement à la Duchère? Est-ce que c'est exactement le même profil, ou est-ce qu'il y a un changement, une diversité d'enjeux derrière tout ça? Oui, sur la halle, c'est un projet qui est transitoire. Donc pour l'instant, il est justement en phase de construction avec les habitants. L'objectif étant d'interpeller et ne pas forcément coller ce qu'on a fait dans le 8e arrondissement, dans le 9e arrondissement à la Duchère. Et donc du coup, de travailler avec les habitants le projet qu'ils souhaiteraient pour leur territoire. On est sur un territoire en particulier qui est celui de la sauvegarde, qui est en renouvellement urbain actuellement. Et l'objectif de la halle, c'est qu'elle touche l'ensemble des habitants de la Duchère. Donc on est plutôt là parti sur un projet de marché qui est donc hebdomadaire, une fois par semaine, qui est en ce moment le lundi, qui va passer le jeudi maintenant en fin d'après-midi, et qui va permettre de rendre accessibles des produits frais toutes les semaines et des produits secs une fois par mois sur le centre social. Donc un projet territorial porté par les habitants aussi, où un collectif d'habitants est en train d'être créé, et un conseil de maison sera créé sans doute sous peu pour pouvoir gérer cette structure démocratiquement. Et alors ça sera le mot de la fin, FIN. Vous évoquiez la nature transitoire du dispositif. Je vais être un peu provocateur, mais est-ce que on pourrait pas souhaiter finalement la fin de dispositifs comme les vôtres, puisque le caritativisme en fait rentre en contradiction avec les principes de solidarité que pourrait assurer un État responsable? Est-ce que vous souhaitez la fin de votre dispositif, Loïc Rigaud? Alors, on souhaite la fin de notre dispositif, mais par contre, on s'inscrit un peu en faux sur le fait qu'on n'est pas un modèle caritatif, justement parce que on permet de sortir les gens de l'aide alimentaire classique et d'un système de donnants, de dons finalement, puisque les gens viennent acheter ces produits à vrac, donc on les remet plutôt dans le champ du marché, même là c'est un marché plutôt qui est subventionné en partie pour permettre une tarification sociale. Donc on est plutôt justement sur ce chemin-là, et on essaye plutôt de transformer les politiques publiques pour qu'elles sortent de ce système où on aurait des bénévoles qui viennent passer
passer du temps et donner à des précaires, mais plutôt sur un schéma comme VRAC où les adhérents viennent se saisir eux-mêmes de leur propre alimentation et puis de leur propre problématique pour arriver à s'en sortir.